Au sommaire de ce journal, l'Argentine à nouveau championne du monde 36 ans après une victoire époustouflante avec un score de 4-2 tirs au but, ce après avoir été accroché 3 buts partout par la sélection française. Sommet États-Unis-Afrique, Macky Sall dévoile les 6 priorités du continent lors de son discours de clôture. En Israël, le taux d'inflation atteint des records inégalés en 12 mois, une situation qui oblige la Banque centrale à relever ses taux directeurs. Bonsoir et bienvenue. L'Argentine sacrée championne du monde 2022. Ce dimanche, les poulains de Lionel Scaloni ont pris le meilleur sur la France de Didier Deschamps au bout d'une finale époustouflante. C'est sur le score de 4-2 au tir au but que l'Albiceleste s'est imposé, et ce après avoir été accroché 3 buts partout par la sélection française. Pas de troisième étoile pour l'équipe de France qui s'est inclinée au tir au but contre l'Argentine ce dimanche en finale de la Coupe du Monde au Qatar. Auteur d'une meilleure entame, les Argentins menaient 2-0 à la pause grâce à des buts de Lionel Messi et Ángel Di María, avant qu'un doublé de Kylian Mbappé n'envoie les deux équipes en prolongation. Malgré de nouveaux buts de Messi et Mbappé, c'est finalement au tir au but que cette finale s'est jouée. Troisième Coupe du Monde pour l'Albiceleste, la première depuis 1986. Et toujours au Mondial 2022, après Mario Kempes en 1978 et Diego Maradona en 1986, l'Argentine avait besoin d'un nouveau héros pour la porter sur le toit du monde. C'est donc chose faite depuis hier avec cette troisième Coupe du Monde et qui apparaît comme un triomphe personnel pour la Pulga Lionel Messi. L'Argentine remporte la troisième Coupe du Monde de son histoire à l'issue d'un match fou contre la France de Kylian Mbappé. Des Argentins gonflés à bloc en première mi-temps qui ont paralysé les joueurs de Didier Deschamps et inscrit 2 buts. Le sursaut français est arrivé tard, à 10 minutes de la fin du temps réglementaire grâce à 2 buts de Mbappé. Une égalisation synonyme de prolongation puis de tir au but. Des tirs au but qui ont réussi aux Argentins et à leur gardien Emiliano Martinez, auteur d'un très grand match. Vous l'aurez tous remarqué au cours de la finale qui opposait hier dimanche la sélection des Bleus face à l'Albiceleste. Jusqu'au bout, le chef de l'État français, Emmanuel Macron, est présent à Doha pour soutenir ses joueurs, a tenu son rôle. Ils nous ont rendus immensement fiers, a-t-il réagi au terme de cette confrontation épique qui ne s'est soldée que par une victoire au tir au but pour les Argentins. On l'écoute. On est d'abord très tristes, tous déçus, comme après une défaite, et surtout comme ça, parce qu'on est passé si près du but. Et en même temps, ce que j'ai dit à tous les joueurs un instant dans le vestiaire, c'est qu'ils nous avaient rendus immensément fiers et qu'ils nous avaient fait vibrer. Et je pense que c'est une des plus grandes finales de Coupe du Monde que nous avons tous vécues. Juste avant cette interview, Emmanuel Macron était descendu sur la pelouse du stade pour réconforter les Bleus et particulièrement le jeune prodige français Kylian Mbappé, en larmes le dossard numéro 10 de l'équipe des Bleus et qui a réalisé une finale exceptionnelle en inscrivant 3 buts, venait de marquer l'occasion de devenir champion du monde à 24 ans. Sacré meilleur buteur, le jeune français d'origine camerounaise a tout de même réussi à inscrire son nom dans le livre d'or en devenant l'un des rares joueurs à avoir fait un triplé dans une finale de Coupe du Monde. Et avant d'être complet sur ce mondial 2022 qui vient de s'achever au Qatar, on va revivre en quelques minutes les émotions vécues par les supporters marocains après la petite finale de samedi face à la Croatie. Les Lions de l'Atlas ont été battus 2-1 par la bande à Luka Modric, mais pour avoir été en demi-finale d'une Coupe du Monde, c'est une véritable fierté pour leurs compatriotes. Au Maroc, la joie se lisait sur les visages de certains supporters après la défaite des Lions de l'Atlas samedi contre la Croatie lors du match pour la 3e place du Mondial 2022. Malgré la défaite, beaucoup se sont dit fiers du parcours des hommes de Walid Regragui. On n'imaginait pas tout ça. Ils sont allés jusqu'en demi-finale. Ils auraient dû être en finale, mais pas de chance. Vive le roi du Maroc et vive le Maroc. Sans comparaison avec les précédentes scènes de liesse populaire, quelques dizaines de personnes ont tenu tout de même à célébrer leur équipe nationale au son des tambours, des vuvuzelas et des klaxons. L'équipe était à la hauteur. Ils se sont battus jusqu'à la fin, mais la chance n'était pas de notre côté. Mais pas de problème, à la prochaine Coupe du Monde, on va la gagner. Vive le Maroc!
L'équipe de Walid Regragui restera comme la première sélection africaine dans le dernier carré d'un mondial après avoir écarté la Belgique, l'Espagne et le Portugal. Ce jeudi 15 décembre s'achevait à Washington, aux États-Unis, le sommet États-Unis-Afrique qui réunissait autour du numéro 1 américain une cinquantaine de dirigeants africains. Le président en exercice de l'Union africaine, le Sénégalais Macky Sall, en a profité lors de son discours de clôture pour présenter les 6 priorités actuelles du continent. Reportage. Alors que le continent redéfinit ses priorités dans le cadre du partenariat avec les États-Unis d'Amérique, le président en exercice de l'Union africaine Macky Sall insiste sur une convergence de vues sur les 6 problématiques spécifiques, à savoir une gouvernance mondiale plus inclusive et juste, la paix et la sécurité, la relocalisation partielle des droits de tirage spéciaux aux pays africains et la suspension du service de la dette, le défi climatique et de l'autosuffisance alimentaire. La rencontre entre les présidents américains Joe Biden et sénégalais Macky Sall, marquant la fin des travaux du sommet des dirigeants africains et américains, a permis aux leaders africains de demander une nouvelle fois la levée des sanctions américaines sur le Zimbabwe. Dans un ton très déterminé, il n'a pas manqué de rappeler aussi la position du continent sur le projet de loi américain censé punir les pays africains proches de la Russie. Ce projet, avec sa gamme de sanctions qui vise tout un continent, est une première dans les relations internationales. Toute l'Afrique se demande pourquoi un tel projet de loi et pourquoi l'Afrique est visée. Ayant à l'esprit les règles et principes de l'Organisation mondiale du commerce, nous appelons à la révision de ce projet, dont l'adoption pourrait gravement nuire aux relations entre l'Afrique et les États-Unis, ce que nous ne souhaitons pas. Pour l'heure, la partie américaine plaide pour une meilleure représentativité de l'Afrique au Conseil de paix et sécurité des Nations Unies et du G20. 55 milliards de dollars seront également investis en Afrique pour soutenir l'agenda 2063 de l'Union africaine. Des montants plus importants sont également annoncés pour aider à la résilience, la sécurité et l'avancée démocratique. Les choix que nous faisons aujourd'hui et le reste de cette décennie et la façon dont nous abordons ces défis, à mon avis, déterminent la direction que prendra le monde entier dans les décennies à venir. Les voix africaines, le leadership africain, l'innovation africaine sont tous essentiels pour relever les défis mondiaux les plus urgents et réaliser la vision que nous partageons tous. Un monde libre, un monde ouvert, prospère et sûr. De même, dans le cadre de Prosper Africa, l'initiative qui supplée l'AGOA, la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, 170 millions de dollars sont prévus pour accroître les exportations africaines et les investissements américains. En Tunisie, c'était jour de vote ce samedi 17 décembre à l'occasion des élections législatives. Et selon le président de la commission électorale, Farouk Bouasker, ce scrutin est sans doute l'un des plus transparents jamais organisés dans le pays. Les islamistes d'Ennahda protestent. Les Tunisiens ont voté pour renouveler le Parlement à l'issue d'un scrutin qui a suscité très peu d'affluence samedi. Le président de l'autorité électorale, Farouk Bouasker, a annoncé un taux de participation encore provisoire de 8,8% à la fermeture des bureaux de vote. Parmi les facteurs pouvant expliquer cette situation, la méconnaissance de la majorité des candidats. Selon Farouk Bouasker, le taux de participation est modeste, mais pas honteux. De mon point de vue, la raison est claire. C'est un changement dans le système des sondages et le manque de financement politique des campagnes électorales. Parce que pour la première fois, et nous le disons en prenant nos responsabilités, pour la première fois, il y a eu des élections propres et une campagne électorale propre sans financement politique qui était la raison de l'achat des votes. Le Front de Salut National, une coalition d'opposition dominée par le parti islamiste Ennahda, a qualifié ces résultats de séisme, appelant le président à réunir toutes les forces politiques pour en discuter. La commission électorale dit que le taux de participation est de 8,8%. Nous disons que c'est un séisme de 8,8 sur l'échelle de Richter.
Nous demandons à ceux qui dirigent ce pays illégalement et sans aucune légitimité de partir. L'Assemblée de 161 députés issus du scrutin après un second tour d'ici à début mars aura la charge de remettre le pays sur le droit chemin. On prend la direction d'Advika dans l'est de l'Ukraine. La ville, en annonce depuis maintenant plusieurs semaines, est à l'instar de Bakhmout sous le feu constant de l'artillerie. Sur place, les populations tentent de s'organiser au mieux pour survivre. Sortis de leur cave, fatigués par la guerre, une vingtaine d'habitants de la ville ukrainienne d'Avdivka, dans l'est du pays, viennent chercher ce dimanche des colis de nourriture distribués au bas d'un immeuble. Aucun ne prête attention aux détonations incessantes qui résonnent dans cette localité proche de Donetsk et sous le feu constant des forces russes, stationnées à seulement 13 km de là. En parallèle, des combats très intenses ont lieu dans la ville de Bakhmout. À Kherson, aussi dans le sud de l'Ukraine, l'armée russe a bombardé ce dimanche le centre de la ville. 3 personnes ont été blessées dans ces attaques, selon le chef adjoint de cabinet de la présidence ukrainienne, Kirilo Timochenko. De son côté, Kiev a frappé ce dimanche la région frontalière russe de Belgorod, tuant 1 personne et en blessant 8 autres, selon le gouverneur de la région. Des bombardements qui interviennent 2 jours après des attaques massives de la Russie sur le réseau énergétique ukrainien. Plus de 5,3%, les chiffres de l'inflation sont saisissants en Israël. Logement, nourriture, les secteurs clés de l'économie sont durement affectés par cette situation et qui oblige la Banque centrale à relever ses taux directeurs. On en parle dans cet élément. Se loger, faire des rénovations ou encore acheter de la nourriture, voilà ce qui coûte de plus en plus cher aux Israéliens. Et pour cause, sur un an, le taux d'inflation a enregistré sa plus forte accélération en novembre et atteint 5,3%. Résultat des courses, le pouvoir d'achat continue de diminuer en Israël. Ceux qui en pâtissent le plus sont les ménages. Acheter un logement coûte désormais 20% plus cher par rapport à 2021. Conséquence, en octobre dernier, le nombre de maisons vendues a chuté. On enregistre 68% de ventes en moins par rapport à octobre 2021. Pour pallier la hausse des prix, la Banque d'Israël a relevé ses taux pour la 6e fois de l'année. Avec 5,3% d'inflation, Israël n'est pas le plus à plaindre. L'inflation progresse dans le monde entier et particulièrement dans la zone euro, où les coûts de l'énergie et de la nourriture explosent. 11,1% d'inflation pour les 27 selon Eurostat, et c'est la Croatie qui mène le peloton avec un taux d'inflation culminant à 13,2% en novembre dernier. Revenons en sport pour refermer ce journal. À Cuba, les préparatifs sont enfin lancés pour la formation de la première équipe nationale de boxe. Et 14 femmes pionnières se préparent pour porter haut les couleurs du pays à l'extérieur. Ce 2 semaines après que le gouvernement ait autorisé la jante féminine à pratiquer ce sport. On regarde. Des femmes sur le ring, une image presque inédite à Cuba. 2 semaines après l'autorisation de la boxe féminine dans le pays, 14 Cubaines ont été sélectionnées pour former la première équipe nationale ce samedi. Depuis des années, les boxeuses cubaines souffrent de discrimination, se voyant parfois refuser l'entrée des centres d'entraînement. La boxe est à ce jour le sport qui a apporté le plus de médailles olympiques à Cuba, 78, dont 41 d'or, mais toujours dans la catégorie masculine. Ainsi donc se referme ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez sur A12, la chaîne d'ici et d'ailleurs.